Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France qui sont nos partenaires avec le réseau Via Télévision, les Indés radios, 130 radios sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Une émission en 3 parties, vous le savez, dans un instant le JT des territoires que je vais vous présenter. Et puis à 8h après la météo et le Zap Monde, ce sera l'invité politique en direct sur ce plateau, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui sera notre invité politique. Et puis troisième partie avec l'actualité parlementaire et politique. Voilà, tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un tout petit instant. On commence ce JT des territoires avec le gazole, qu'il reste un or noir très convoité. Pour preuve, le nombre de camions dont les réservoirs sont siphonnés, il ne cesse d'augmenter, notamment en Bretagne. Une pratique qui pourrait continuer de croître avec l'augmentation des prix à la pompe prévue dès janvier prochain. Quel est l'impact de cette augmentation pour les routiers et les agriculteurs? Reportage dans le Morbihan de Sophie Le Croisic pour le Télégramme, notre chaîne partenaire. Pour chaque litre de carburant acheté, l'automobiliste s'acquitte d'une taxe de 60%. Il s'agit de la TVA, mais aussi de la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, qui est la 4e recette de l'État. En un an, la TICPE a augmenté de 26% pour le gasoil. Et ce n'est pas fini. Pour les transporteurs routiers bretons, c'est la douche froide. C'est des surcoûts énormes qu'on n'arrive pas à repasser à nos clients, pas en totalité, parce que on est dans un monde très concurrentiel par rapport aux autres pays de l'Europe. Ils ne veulent pas avoir nos entreprises de l'agroalimentaire, des produits trop chers par rapport aux pays limitrophes. C'est des sommes colossales que déjà ils encaissent l'État. Rien qu'avec une société comme la mienne, on peut parler entre 4 et 500 000 euros, voire plus. Pour les agriculteurs, c'est un peu différent. Ils consomment pour leur tracteur du GNR, gasoil non routier à base de fioul. Il est moins cher que le gasoil routier. 96 centimes du litre à ce jour, mais les taxes ont aussi augmenté. Il était à 65 centimes du litre en début d'année. Les agriculteurs de la Cumas Care West se sont donc penchés sur la question de la consommation de carburant dans le but de l'optimiser et de la réduire. Il y a l'adaptation de la conduite en fonction des tracteurs et l'adaptation des matériels derrière et les réglages aussi. Adapter la pression des pneus, la largeur des outils. Une vision un peu plus globale, c'est sur le travail du sol. Donc on a fait un peu des travaux sur les techniques simplifiées. Donc on a travaillé avec les couverts végétaux. Que ce soit le végétal qui nous aide à fissurer le sol plutôt que ce soit nous avec des tracteurs et de la mécanique. On a travaillé sur l'échange parcellaire. On sait que les exploitations se sont beaucoup morcelées avec les années. Les agriculteurs entrevoient des perspectives d'avenir avec notamment le bioéthane issu de la méthanisation. Une solution qui leur permettrait d'être autonomes en carburant. La situation est toujours aussi tendue sur le site de Ford à Blanquefort en Gironde. Après l'annonce de la direction du groupe automobile de ne pas retenir la proposition de reprise de Punch, une réunion du comité d'entreprise a été organisée. Malgré la visite en début de semaine du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, les doutes persistent pour les salariés. Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde, la chaîne partenaire du groupe Sud-Ouest. Donc en fait, Ford met en avant une série d'arguments pour dire on n'est pas d'accord avec le plan de reprise Punch. Donc en fait, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on entendait récemment, de cette nuit ou hier. Et ça ne correspond pas non plus avec les bruits venant de Punch, venant de Strasbourg, parce qu'on a eu pas mal de trucs, même venant de Belgique. C'est une matinée à rebondissement après la fin de cette réunion extraordinaire du comité d'entreprise sur laquelle les dirigeants du site de Ford Aquitaine Industries n'ont pas souhaité s'exprimer. Pourtant, un peu plus tôt, quelques informations étaient venues contredire les conclusions sur la fermeture définitive du site annoncée la veille.
On a des infos qui ne sont pas officielles aujourd'hui, qui viennent de Belgique pour dire le chemin que ça parcourt, mais qui fait suite à la petite brève de Sud-Ouest, du journal Sud-Ouest, comme quoi Ford était en train de changer d'attitude. Voilà, et là on aurait, ce serait Hackett qui aurait accepté de dire que Ford accepterait de vendre l'usine. Voilà, donc ça suppose que dans la foulée, il y aurait une discussion sérieuse à partir du plan de reprise de Pinches. Mais au final, c'est bien la remise des documents correspondant au projet de reprise du site par Punch Powerglide qui a été l'objet de cette réunion, mais aussi et surtout la confirmation qu'il n'y a pour l'heure aucun revirement de stratégie de Ford concernant la fermeture de l'établissement Blanqueforte. On connaîtra mieux ce qu'il y a dans ce projet de reprise. Mais ce qu'il en ressort, c'est que si une reprise avait réussi, Punch avait repris le site à Strasbourg, c'est aussi parce que General Motors avait eu un bon comportement. Tout est relatif, hein. Un bon comportement, ils voulaient quand même se débarrasser au départ de tout le monde. Mais bon, ils avaient laissé de l'argent et de l'activité pour 5 ans, de l'activité industrielle. Ce que Ford ne fait pas. Donc Ford a une attitude du début à la fin qui est minable, quoi. Comme ça a été dit par des gens à qui on ne s'attendait pas de les entendre parler comme ça. Mais voilà, Ford a une attitude qui est dégueulasse. Au travers d'un communiqué, Ford Motor Company déclare d'une part attendre plus de précisions concernant les aides gouvernementales et d'autre part poursuit le processus de recherche d'un repreneur. De leur côté, les syndicats poursuivent la piste de Punch et ont demandé la tenue d'un CE extraordinaire pour les rencontrer. Voilà, c'est un sujet que nous aborderons avec Bruno Le Maire, notre invité politique, à partir de 8h, le ministre de l'économie et des finances. Pour faire face au pic d'activité du Black Friday et des fêtes de fin d'année, le site Amazon de Beauvais, près d'Amiens, recrute 490 intérimaires pour venir en renfort des équipes déjà en place. Aucune formation spécifique n'est demandée et à la clé, c'est la perspective de plusieurs CDI. Anne-Charlotte Duvivier pour WEO Télévision, dans le Nord. Voilà un an que Marie d'Oliveira a fait ses premiers pas sur le site Amazon de Beauvais, près d'Amiens. Rentrée en tant qu'intérimaire, elle est aujourd'hui en CDI, chargée de préparer les colis avant l'expédition. En l'espace d'un an, elle est devenue une professionnelle de la logistique. C'est l'emballage des articles que j'envoie pour les clients. On évolue beaucoup car on fait beaucoup de formations par rapport à tout ce qui est à plusieurs endroits dans l'entrepôt. Pour réceptionner et réexpédier à tous les clients ces milliers d'objets, il faut des bras. Avant le Black Friday, le 23 novembre prochain et les fêtes de fin d'année, le site de Beauvais compte recruter 490 intérimaires qui viendront soutenir les 350 salariés actuels. Alors les personnes qui nous rejoignent vont participer avec nous donc, dans la préparation des commandes pour ce pic de fin d'année. Donc c'est des agents d'exploitation. Et nous allons recruter des personnes, des hommes, des femmes, plus jeunes, plus anciens. On veut simplement des personnes qui ont envie de bien faire. La première journée, ils vont être formés à la sécurité pendant une journée. Et puis après, ils vont être pris en charge, accompagnés par nos salariés qui sont volontaires. Les futurs intérimaires auront peut-être la chance d'être accompagnés par Gaylor, entré il y a un an à la mise en stock et déjà instructeur. Alors tout simplement, j'ai postulé sur internet via l'agence Proman. Ensuite, j'ai passé des tests. Ensuite, ils m'ont fait passer les KCS et je suis entré ici. Tout simplement. Pas besoin de qualification ou quoi que ce soit. On prend tout le monde. Entre le site de Lovin-Planck et celui de Beauvais, ce sont près de 4500 intérimaires qui vont être embauchés. Avec, à Beauvais, des perspectives d'embauche en CDI. Voilà, et il s'agit de ne pas les oublier. Quelques jours après les inondations de l'Aude, l'heure est à la solidarité. La ville de Cannes apporte son aide. Au total, 3 camions grues et 6 agents municipaux se rendront sur place. L'objectif, c'est prêter main forte aux services locaux et apporter réconfort aux sinistrés des inondations. Reportage de notre chaîne partenaire dans le Sud-Est, Azur TV. Pelle, seau et balai chargés dans le camion grue et un dernier plein avant d'attaquer 6 heures de route. Ces 2 agents du service propreté urbaine cannois sont en partance pour Carcassonne. Ils vont prêter main forte aux services locaux et apporter réconfort aux sinistrés des inondations. Le bilan fait état d'au moins 13 morts. Une personne est encore portée disparue. J'ai des amis qui ont tout perdu, malheureusement, maison, voiture, tout perdu. C'est très compliqué à gérer. C'est pour ça que pour moi c'est tout à fait normal d'intervenir pour aider les gens du mieux que je peux, apporter un peu de réconfort, de chaleur dans ce moment très compliqué avec la perte de proches,
et tout ce qui peut en découler. Une solidarité évidente. Le 3 octobre 2015, le bassin cannois a lui-même été confronté à de tragiques inondations. Il était donc naturel pour le maire d'apporter son aide logistique et humaine aux villes et villages sinistrés de l'Aude. En octobre 2015, on a su ce que c'était que l'entraide des autres collectivités locales. Sans elle, on aurait eu mis beaucoup plus de temps pour pouvoir nous en sortir. Là, à ce moment-là, quand les eaux se sont retirées, il reste beaucoup de désordre, beaucoup de dégâts, beaucoup d'encombrants sur les rues et l'espace public. Il faut que l'espace public retrouve sa fonction et donc par conséquent il faut déblayer, il faut nettoyer, il faut enlever tous les encombrants. C'est la période la plus difficile là, qui attend les collectivités locales, c'est là où elles ont besoin d'aide. Au total, 3 camions grues et 6 agents municipaux se rendront sur place. David Lisnard soumettra également au vote du prochain conseil municipal une aide financière de 10 000 € à l'attention des collectivités locales impactées. Voilà, direction les Antilles, c'est une activité économique en pleine croissance. Comment bien louer ses biens immobiliers? La 2e édition du salon Welcome à la maison s'est tenue en Martinique. C'est le rendez-vous des loueurs saisonniers. Entre journées de formation, conférences et ateliers, le but était d'aider les propriétaires de villas, de bungalows, de gîtes qui accueillent des touristes à mieux s'organiser et à comprendre les attentes du marché. C'est un reportage de Via ATV Martinique, une chaîne partenaire de cette émission. Les Antillais sont de plus en plus nombreux à louer un studio, une villa ou un gîte. Originaire de Guadeloupe, Laure a su s'imposer dans le milieu. En 4 ans d'activité, elle a augmenté de 122% la fréquentation de ces gîtes. Pour elle, il n'y a pas de secret, il faut se professionnaliser. Souvent, les personnes se lancent dans le tourisme parce que simplement, il y a une manne financière derrière, c'est un bon investissement, ça marche bien, on a des données qui disent qu'on a beaucoup de visiteurs, mais on ne peut pas faire ça sans réfléchir à nos stratégies au début. Donc il faut se professionnaliser, il faut se former, il faut se renseigner pour avoir les bonnes pratiques et pour aussi avoir une prestation de qualité et un accueil de qualité. Patrice prévoit de se lancer dans l'aventure en louant une maison dans le sud de l'île. Mais être loueur saisonnier, cela ne s'improvise pas. Il participe donc à cet atelier mené par un spécialiste des finances en quête d'éléments clés. Déjà avoir donc un financement, c'est déjà on va dire donc pas simple de trouver donc en financement donc en Martinique. Donc c'est vrai que c'est pour ça c'est de bien connaître effectivement cela et puis trouver donc le bon produit. Il s'agit aujourd'hui d'affiner les compétences des loueurs saisonniers car de plus en plus de touristes optent pour des hébergements chez l'habitant. Être loueur, c'est en fait avoir plusieurs métiers. C'est à la fois être dans l'accueil, c'est gérer la relation avec le client, gérer les réseaux sociaux, gérer la communication, la comptabilité. Et donc sur une seule journée, on veut essayer de centraliser toutes ces informations. 1/3 des touristes environ vont chez l'habitant désormais. On sait aussi que la Martinique, c'est la 5e destination en croissance pour Airbnb. C'est une destination clé pour Booking. Donc a priori, le secteur est plutôt en pleine ébullition. L'objectif de cette journée de formation est clair, permettre aux loueurs saisonniers de mieux vendre le produit Martinique. Selon les estimations du CMT, l'île compte à ce jour environ 2500 meublés de tourisme. Voilà, le JT des territoires se poursuit avec dans un instant la revue des unes de la presse quotidienne régionale. A tout de suite. Bonjour Saveria, à la une du Progrès, une autoroute qui ne se fera pas. Bonjour Cyril, le projet d'autoroute la 45 entre la Fouillouse et Brignais, définitivement abandonné. C'est une annonce d'Elisabeth Borne hier. L'État privilégie les alternatives routières et ferroviaires, explique la ministre des Transports dans une interview donc au Progrès. Un coup de poignard à la région, dénonce Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il parle d'une décision extrêmement parisienne, totalement coupée des réalités quotidiennes. Elisabeth Borne, elle assure que la liaison entre Lyon et Saint-Étienne sera tout de même améliorée. Et la pépite normande, c'est la Saint-Jacques à la une de Paris-Normandie. Les pêcheurs proposent aujourd'hui une grande opération séduction auprès du grand public. Mais derrière ce coquillage se cache une autre guerre, un bras de fer entre la France et la Grande-Bretagne. Les marins-pêcheurs normands sont en colère contre leurs homologues anglais qui, selon eux, ils ne respectent pas les règles. Ils pêchent dans les eaux communautaires, c'est-à-dire donc dans Normandie, Le Havre aujourd'hui. Paris-Normandie, édition Le Havre. La peste porcine
Poutine à la une de l'Ardennais, un des journaux du groupe Rossel. On en parlait la semaine dernière, la France essaie d'empêcher par tous les moyens la transmission de la peste aux élevages français. Une clôture de 28 km a été mise en place à la frontière pour empêcher les sangliers atteints de cette peste de pénétrer en France. Voilà, un gaz vert qui divise les campagnes à la une de l'Union, l'autre journal du groupe Rossel. Et ce gaz, c'est la méthanisation. Les usines se développent, elles produisent du gaz à partir des déchets pourrissables. Le problème, certains craignent des nuisances. L'Union fait le point sur cette question. Et puis un hôpital à la une de la presse de la Manche ce matin. Un hôpital qui va encore devoir se serrer la ceinture. Le centre hospitalier du Cotentin va devoir faire des économies. Près de 200 emplois, 35 lits pourraient être supprimés entre 2019 et 2022. L'hôpital sera fixé sur son sort fin novembre, mais l'avenir est morose pour et les habitants et le personnel. Et puis en Béarn, ce sont des hommes d'église à la une de l'Éclair des Pyrénées. Des prêtres venus de loin pour célébrer la messe chez nous, en France, face à la pénurie de membres du clergé. Beaucoup de prêtres s'installent en Béarn pour renforcer le clergé local. Ils viennent en majorité d'Afrique. C'est un reportage à lire dans l'Éclair. Voilà, et on termine avec la Voix du Nord ce matin, Saveria. Il y a 100 ans, la région, le Nord-Pas-de-Calais, région était enfin libérée. L'offensive des 100 jours, mise en œuvre par les Britanniques et les contingents de son ancien empire, a permis de repousser l'armée allemande et de libérer une à une les cités du Nord et du Pas-de-Calais, à un village près. C'est chose faite le jour de l'armistice, le 11 novembre 1918. Et puis pour terminer très rapidement, une histoire rocambolesque à lire dans Ouest France. Face au désordre dans une maison, des cambrioleurs font demi-tour. Ça se passe à Guénéo, dans le Morbihan. Quand les voleurs se sont introduits dans une des maisons de la commune, les pièces étaient tellement encombrées qu'ils ont tout simplement tourné les talons. Et ce sont les voisins qui ont ensuite alerté les gendarmes. Voilà. À la une de Ouest France. Voilà. Merci Saveria, on vous retrouve pour la troisième partie de cette émission, l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, c'est le Club de la Presse dans un instant. À tout de suite. Un club de la presse avec Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Cyril. Pour présenter l'Est républicain et le Progrès de Lyon, un des 2 journaux, des 9 journaux français que compte le groupe EBRA ce matin sur ce plateau. Et Jérôme Cornelier, bonjour, vous êtes rédacteur en chef des éditions locales du Point, avec d'ailleurs une édition locale très remarquée sur Alain Juppé et le dictionnaire amoureux, qui a cartonné d'ailleurs. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. On va parler d'un sujet qui intéresse aussi le ministre de l'économie et des finances, qui sera notre invité à 8h en direct sur ce plateau, à votre place même. C'est le prix du carburant. Jusqu'à quand le diesel va-t-il augmenter? Ça concerne tous les territoires, tous les Français. Le prix du gasoil à la pompe est déjà plus élevé que celui de l'essence dans environ 20% des stations-service. Cette hausse est due à un phénomène ponctuel, mais elle devrait tout de même perdurer. C'est à la une de quasi tous les sites internet de la presse quotidienne régionale. Je regardais le diesel plus haut en Occitanie pour la Dépêche. Je regardais également la même chose pour l'Union. Fabrice Vesser-Redon, c'est un vrai problème de société. Oui, c'est un vrai problème de société, c'est une vraie question qui pénalise. Alors vous disiez à l'instant que tous les territoires étaient concernés. Ça concerne, je dirais plus particulièrement peut-être les territoires ruraux où les distances sont plus longues pour aller au boulot. Ça fait partie des questions qui vont se poser sur les prochaines échéances électorales. L'enquête qui a été menée par nos journalistes, notamment sur la région lyonnaise, dans le Rhône, c'est qu'effectivement, dans une station-service sur 4, le diesel a atteint le prix parfois dépassé d'ailleurs, curieusement, le prix de l'essence. Quelque part, c'était fatalement, ça devait arriver, puisque le diesel est montré du doigt depuis tant d'années, et qu'on sait que l'État est à la recherche de nouvelles ressources. Alors, il y a des schémas intéressants là, que publie la presse quotidienne régionale ce matin, sur les véhicules diesel polluants. C'est les millions de véhicules qui émettent des niveaux d'oxyde d'azote importants, au moins 3 fois supérieurs aux normes en Europe. Alors la France en tête avec 8,7, le Royaume-Uni et l'Allemagne derrière, 8,2 et 7,3, l'Italie 5,3. Et puis, par exemple, c'est très curieux, l'Espagne est basse, 3,2. Alors la Suède, on peut s'y attendre, 1,1, l'Autriche 1. Pourquoi on est, j'allais dire, en tête de ce mauvais classement ? Alors, nous ne sommes pas les premiers à en souffrir. J'insiste là-dessus. D'ailleurs, le premier à en souffrir, c'est Volkswagen.
ce sont les Allemands à la faveur des Français. Donc ça veut dire que là, le constat que vous donnez, c'est un constat à l'instant T. Les Français, les constructeurs français en particulier, travaillent beaucoup sur le sujet. C'est le cas de Peugeot, qui est l'un des principaux, l'un des plus emblématiques employeurs de l'Est de la France, qui se trouve sur notre zone de l'Alsace, des DNA, de l'Est républicain, qui pour la première fois cette semaine, ce mois-ci, passe devant Volkswagen en termes de vente automobile en Europe. Volkswagen paye, je dirais, rubis sur l'ongle, son retard sur ces questions d'homologation, puisque l'homologation a changé au 1er septembre. Donc ça veut dire que pour l'instant, on n'est pas spécialement en avance, mais les constructeurs français y travaillent. D'accord. C'est un problème politique. On reçoit le ministre de l'économie et des finances à 8h. C'est notre invité politique, Bruno Le Maire. On lui posera évidemment la question. Jérôme Cordelier, c'est un problème devenu très politique, cette affaire. C'est un sujet éminemment politique, le diesel. C'est comme les 80 à l'heure. On ne comprend pas toujours, on n'en prend pas toujours la mesure ici à Paris. Il faut expliquer que les gens ont investi aussi. Voilà, d'abord ils ont investi. Alors maintenant, l'essence, le diesel augmente. Donc ce sont des voitures qui ont coûté cher, qui n'ont pas une image, puisque l'image de sa voiture, c'est très important aussi pour quelqu'un qui achète une voiture. Donc, ce ne sont pas des voitures stylées, comme disent les jeunes, les voitures de diesel. Donc, elles coûtent plus cher. Elles sont pas franchement branchées, parce que voilà, c'est même le design, le moteur ronflant, vous voyez le truc, voilà quoi. Et puis ensuite, maintenant le diesel qui augmente. Donc, c'est un sujet éminemment politique. En arrière-fond, il y a aussi ce débat qui fait beaucoup, qui est important dans ce quinquennat, c'est-à-dire la différence entre les villes, les métropoles et le monde rural et l'autre France, mais aussi la France des villes moyennes. Donc c'est un sujet éminemment politique, c'est un sujet clivant, c'est un sujet quotidien. Donc évidemment, c'est un sujet d'achoppement pour les politiques et puis pour ceux qui sont au pouvoir. Alors, la concurrence, pour la première fois, s'est exercée dans le sens français-français, franco-français, comme on peut dire, Fabrice Vesser-Redon, puisque les Français ont préféré Peugeot à Renault. Ah oui. C'est le thème d'un des papiers, d'ailleurs, de l'Est républicain aujourd'hui. Oui. C'est vraiment la semaine de la bagnole, j'ai envie de dire. Enfin, pour pas dire la décennie de la bagnole. Concurrence franco-française. Mais oui, alors c'est franco-français, mais on se souvient de la période Pompidou, du tout bagnole. On pense en être sorti. Surtout à Lyon. Et surtout à Lyon, et à Paris aussi, avec le périphérique, etc. Et on sent bien qu'on a du mal à en sortir. Il y a des choses qui évoluent. Alors, ce renversement, il est ponctuel. C'est vrai que là aussi, pour la première fois... Il est content de Carlos Tavares, quand même. Il est content, parce que ça confirme, donc le patron de Peugeot, PSA, ça confirme sa stratégie de montée en gamme qu'il a inaugurée dès 2014, notamment avec la nouvelle 308, sa 208, sa 3008 passe devant la Clio, la Twingo. Donc c'est une stratégie qui est confirmée. Alors, des chiffres quand même à prendre avec précaution et qui demandent à être confirmés dans le temps, puisque oui, Peugeot passe devant Renault pour la première fois, mais d'abord ça porte sur les derniers mois, et surtout ça s'adresse aux particuliers. Voilà, 420 000 véhicules quand même pour Renault, et 350 000 pour Peugeot, mais Renault comprend les véhicules utilitaires légers. Utilitaires légers, c'est-à-dire les véhicules qui sont vendus aux collectivités, etc. Donc très bon papier dans l'Est républicain aujourd'hui. La concurrence, pour la première fois, les Français ont préféré Peugeot à Renault, mais c'est conjoncturel, vous le disiez. Un papier dans Le Point très intéressant, Jérôme Cordelier, pour terminer, sur Steve Bannon. Alors, Steve Bannon, on sait qui c'est un des penseurs de la campagne de Donald Trump. Et vous écrivez dans Le Point qu'il va défier sur ses terres, en Italie, le pape. Oui, c'est un papier qui est inédit, puisqu'il n'y en a pas eu encore dans la presse, même la presse italienne. On a un journaliste qui s'appelle Éric Sénanque, qui a été fouillé dans cet institut, et c'est vrai qu'il a découvert qu'à 120 km de Rome, dans une chartreuse un peu abandonnée, mais qui date du XIIIe siècle et symbolique dans un beau paysage. Très joli paysage. Il y a un mystérieux institut pour la dignité humaine qui est en train de se fonder, et qui y a derrière ce mystérieux institut? Steve Bannon, donc l'ex-stratège de Trump, qui est en train d'essayer d'infiltrer le Vatican, on peut le dire, puisque le président d'honneur, c'est un des cardinaux qui s'appelle Raymond Burke,
Vous savez, c'est un des cardinaux néoconservateurs, homophobes, qui a porté un peu le fer contre le pape François. Et donc, c'est un institut de pensée avec des ramifications un peu partout en Europe, y compris avec l'école de Marion Maréchal Le Pen à Lyon. Et donc, c'est quelque chose d'intriguant. C'est une enquête un peu troublante. Voilà. Alors, je signale ça, car au point, vous êtes aussi un peu spécialiste des questions religieuses. Vous les suivez de près souvent. Et vous venez nous en parler dans cette émission. Donc, on voulait le signaler. Et puis, votre une locale, c'est Alain Juppé, avec en avant-première les extraits de son dictionnaire amoureux de Bordeaux. Vous étiez venu en parler. Je crois que ça marche très fort. Ah oui, ça marche très fort. Et puis, on retrouve un Juppé différent de celui qu'on voit, facétieux, gourmand, esthète. Il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup, Jérôme Cordelier. Merci beaucoup, Fabrice Vesser-Redon. À 8h, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui est notre invité politique en direct sur ce plateau. Il est arrivé. Et puis tout de suite, c'est la météo des territoires, c'est-à-dire sur le canal 13 de la TNT, le nôtre, la seule météo avec la météo des territoires français, d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique, des Caraïbes. On la regarde ensemble. On se retrouve après. Et ensuite, c'est le Zap Monde qui suit. Et là, il s'agit du Brexit. Vous allez le voir avec la grande réunion qui a eu lieu hier soir à Bruxelles. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, je vous l'annonçais, le Zap Monde, c'est en quelques minutes, quelques images que vous devez retenir de l'actualité du monde, à commencer par ce qui s'est passé hier soir à Bruxelles, à l'occasion des réunions concernant le Brexit. A tout de suite avec l'invité politique de 8h, Bruno Le Maire. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. L'idée d'un Brexit sans accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni fait son chemin. Les deux parties ont encore raté l'occasion de s'entendre alors qu'il y avait ce mercredi un sommet des 27 à Bruxelles. Ce que nous avons vu, c'est que nous avons résolu la plupart des problèmes dans l'accord de retrait. Il reste la question de la frontière en Irlande du Nord, mais je crois que tout le monde autour de la table veut obtenir un accord et en travaillant intensément, étroitement, nous pouvons parvenir à cet accord. Selon un haut fonctionnaire européen, le point de non-retour sera atteint autour de novembre, décembre maximum. Au-delà de cette date, il sera extrêmement compliqué pour le Parlement britannique de ratifier l'éventuel accord. C'est un processus qui prend du temps. Il y a bien sûr cette date fatidique du 29 mars 2019. Une marche du désespoir, celle de milliers de personnes fuyant leur pays, le plus pauvre d'Amérique et aussi l'un des plus violents du monde, le Honduras. Ils sont 2000 à avoir tout quitté pour rejoindre à pied les États-Unis ou le Mexique. Moi, je voudrais aller aux États-Unis pour avoir des prothèses. Nous supplions le Mexique, pour l'amour de Dieu, de nous ouvrir la frontière. Nous sommes des êtres humains, nous sommes tous frères. Nous sommes fatigués et nous avons faim. Où est passé l'argent, veulent savoir ces manifestants. Depuis des mois, la colère gronde sur la toile sous le hashtag Petro-Caribe Challenge, du nom de ce programme mis en place en 2006 par l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez.
Il a notamment permis au pays d'acheter du pétrole vénézuélien à des prix avantageux et de rembourser ses achats sur 25 ans à un taux d'intérêt de 1%. L'argent issu de ce programme était censé financer des projets économiques et sociaux, mais pour bon nombre d'Haïtiens, il a été dilapidé par le gouvernement. Nous ne sommes pas pour la violence, mais nous soutenons les manifestants. Ils ne sont pas là juste à cause de l'affaire Petro-Caribé, mais aussi pour dire que le coût de la vie est trop cher. Ils étaient des centaines, en fait, un peu partout dans la province, là où se vend le cannabis légal maintenant, à faire la queue pour être parmi les premiers clients de la Société québécoise du cannabis, qui est la société d'État, où on va pouvoir aller acheter ce cannabis légal. Alors, on va pouvoir entendre quelques commentaires de clients visiblement satisfaits de leur expérience. Ils sont fantastiques, ils sont humains, ils connaissent... il y a une belle ambiance. C'est comme lorsque j'étais jeune, puis que j'allais voir le Père Noël.